Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'organisation des élections législatives au centre des préoccupations du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Alassane Condé, au cours de son séjour de travail à l'intérieur du pays, conféré avec les cadres de son département et les élus locaux à la base. Le point avec Mohamed Amin Kamara. Durant son séjour de travail dans la région forestière, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a profité de l'occasion pour conférer avec les administrateurs territoriaux. Il était question, au cours de ces différentes rencontres, d'expliquer la nouvelle politique de la décentralisation que le gouvernement de la Troisième République entend désormais mettre en œuvre pour la bonne marche de l'administration guinéenne. La nouvelle vision de l'État, c'est la responsabilisation des élus locaux, le renforcement des collectivités locales. Le sous-préfet est le premier responsable de l'État au niveau des populations rurales. Il représente le président de la République, il représente les ministres, il est là-bas, les yeux, la bouche de tout le gouvernement. Si vous nommez quelqu'un comme sous-préfet, vous ne lui donnez pas les moyens d'exercer sa fonction, ce n'était pas la peine de le nommer. Vous aurez non seulement la subvention d'équilibre, mais vous aurez aussi le budget de fonctionnement. Tout cela, c'est pour vous permettre vraiment d'exercer vos fonctions. Le ministre a ensuite attiré l'attention des administrateurs territoriaux sur quelques actions initiées par son département concernant les préparatifs des prochaines élections législatives, notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la reprise complète du fichier électoral de 2010. Alassane Condé dira en substance qu'après le recensement, les cartes d'électeurs et d'identité nationale seront gratuitement distribuées aux citoyens. À l'issue de ces différentes assises, le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a saisi l'occasion pour rendre visite aux notabilités des différentes préfectures traversées. Une visite qui aura permis aux sages de dire des prières et des bénédictions pour que règne la paix et l'unité nationale dans le pays. Le pont de Fouré-Caria est désormais opérationnel, vous le savez déjà. Il a été inauguré hier par le chef de l'État. Quel sera l'impact socio-économique de cet ouvrage de franchissement sur la préfecture de Fouré-Caria? Élément de réponse avec Fatoumata Samoa. Lancé le 15 juillet 2009 par le dernier gouvernement de feu général Lansana Conté pour une durée de 16 mois, le pont Kissi-Kissi à la rentrée de la préfecture de Fouré-Caria est enfin inauguré. Réalisé par l'entreprise Sogea Satom, le nouveau pont de Moria est l'un des grands ouvrages d'art de notre pays. Il mesure 173 mètres pour une bande de circulation à 2 voies de 9 mètres, dont 2 accotements d'1 mètre chacun. L'édifice est équipé de conduites d'eau, d'électricité et de téléphonie. La construction de ce pont, dire que c'est salutaire. C'est très fort longtemps que le pont n'était plus maintenant praticable, mais avec la pauvreté, on s'est forcé extrêmement. Ce pont-là, sa construction est très importante et très capitale pour l'économie de la sous-région. Il faut ce pont pour que la préfecture soit désenclavée. Donc à partir du moment où le pont est fait, c'est déjà un grand atout. Nous pouvons remercier seulement le gouvernement du fait qu'il lui met ces bijoux à notre disposition. Bâti à proximité de l'ancien pont, construit en 1953 par le colon français, le nouvel ouvrage de franchissement est en hauteur. Il surplombe carrément l'ancien. Avec ses 2 accès d'environ 130 mètres, finit donc les files interminables de véhicules qui attendaient de traverser à tour de rôle. Ces bruits assourdissants à chaque passage d'engin, même à 2 roues, ne seront plus que de mauvais souvenirs. C'est un pont qui permet la libre circulation des populations et avec leurs marchandises. C'est un pont qui relie 2 pays. Donc, et la Sierra Leone et la Guinée seront vraiment sans risque maintenant. Avec l'avènement de ce gouvernement, nous arrivons à changer le port là. Avec son vieillissement, vraiment ça va faciliter le trafic au niveau de Fouré-Caria. Le pont a une importance capitale pour le développement économique, sociopolitique de la Guinée.
Financé par l'Union européenne à travers le 9e Fonds européen de développement FED à près de 8 millions d'euros, le pont de Forêt-Karia permettra ainsi d'améliorer l'intégration des réseaux de communication de la sous-région, de faciliter le développement des échanges commerciaux entre la Guinée et la Sierra Leone, aussi de valoriser les potentialités agricoles de Forêt-Karia. Le commerce transfrontalier est une des composantes essentielles de notre économie. Alors, la route est l'épine dorsale d'une économie. La route met en liaison les populations, les cultures, et la route permet la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque vous faites des routes, vous aidez à la promotion et du commerce, et des cultures, mais aussi de la fraternité entre les peuples. Donc, la route là est symbolique par rapport au développement de nos pays. Et mieux, c'est une route qui est appelée à relier nos États pour renforcer la capacité de nos économies à s'intégrer, notamment à travers le commerce, l'échange des biens entre les choses, et aussi renforcer au plan social, politique et culturel les brassages des populations. Donc nous voulons réitérer cet appel du chef de l'État aux populations de Forêt-Karia pour que ce pont soit vraiment entretenu. Situé sur une route transcontinentale, le pont Kisi-Kisi est un symbole fort de l'intégration des pays de la Mano River Union. Il relie deux rives et rapproche des peuples. Samora, merci pour ce reportage. Vous suivrez l'intégralité de la cérémonie inaugurale du pont de Forêt-Karia juste après ce journal. Des ordinateurs, scanners et vidéoprojecteurs pour l'administration de la future Assemblée nationale, c'est un don du PNUD d'une valeur de 430 millions de nos francs. François Lama, un reportage. C'est dans le souci de contribuer à l'émergence, à la modernisation et à la visibilité de la future Assemblée nationale, ouverte aux citoyens par le biais des technologies de l'information et de la communication, que le PNUD a offert ce lot de matériel d'équipement d'une valeur de plus de 430 millions de francs guinéens. Ces équipements sont composés de 20 ordinateurs avec accessoires, 8 imprimantes, une photocopieuse Canon, 2 serveurs, 2 scanners, 2 vidéoprojecteurs et 2 disques de sauvegarde de grande capacité. À cela s'ajoute un bureau, des chaises et des régions pour archives. Tous ces équipements devraient aider à l'adaptation et au renforcement des capacités de l'administration parlementaire guinéenne en chômage technique depuis 2 ans. La remise de ces équipements est la suite logique de l'initiative d'appui du PNUD au Parlement guinéen lancée en 2008 pour une valeur cumulée de 995 millions de francs guinéens. 3 objectifs sont visés: la mise en réseau de Parlement, le renforcement des capacités des élus et du personnel administratif et la mise en place d'un site web interactif qui rapproche le Parlement des citoyens guinéens. À la remise des équipements, Théodore Mpa Souenou Bagabo du PNUD a indiqué, outre ces équipements, que son institution a déjà mis en place des réseaux informatiques filaires et sans fil à l'Assemblée nationale, former le personnel informatique sur l'administration et la gestion du réseau et des systèmes informatiques, sans oublier l'installation des équipements nécessaires au raccordement du Parlement au réseau Internet du gouvernement. Des initiatives qui témoignent de l'appui constant du PNUD à l'Assemblée nationale et au CNT que Khadia Rabiatou Serra Diallo a vivement encouragé et apprécié. Et puis dans l'actualité encore, le ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information informe l'ensemble des travailleurs et consommateurs de Areba que l'ARPT et la société Areba Guinée ont trouvé une issue favorable au contentieux qui oppose l'État guinéen à l'opérateur. En effet, les autorités de Areba ont transmis une lettre d'engagement à l'ARPT pour le paiement des 15 millions d'euros dus à la pénalité liée à la fusion avec MTN dans un délai de 10 jours. Toutes ces négociations se sont déroulées dans un souci de protection des intérêts du peuple de Guinée en général et en particulier des abonnés de Areba Guinée.
Le ministre des Postes et Télécommunications et de Nouvelles Technologies de l'Information s'engage à informer régulièrement la population du déroulement des événements. Le ministre tient à rappeler que le décret de réquisition reste en vigueur jusqu'au règlement définitif du contentieux. Signé Oye Guilavogui. La présidente du CNC, Conseil national de la communication, s'est entretenue à Conakry avec le directeur de CFI pour l'Afrique, Madame Martine Condé et Guillaume Pierre, ont passé en revue la situation des médias guinéens. D'autres sujets liés à la coopération ont été évoqués. Robert Siditorno, reportage. Présent en Afrique depuis près de 20 ans, Canal France International veut relancer et étendre ses activités sur tout le territoire guinéen. C'est pourquoi Guillaume Pierre, directeur de CFI pour l'Afrique, a jugé nécessaire de rencontrer la présidente du Conseil national de la communication, Martine Condé. Objectif de cette audience, discuter avec ses partenaires de la radio-télévision guinéenne et les chaînes privées des migrations vers les numériques. En réponse, Mme Martine Condé a sollicité l'implication des CFI dans la pluralité de l'information tant souhaitée par les Guinéens. La présidente du CNC a également loué la présence des stations privées dans les débats sociopolitiques du pays. Au sortir de l'audience, Guillaume Pierre s'est prêté aux questions de la presse. C'est ma première visite en Guinée à un moment où le paysage audiovisuel guinéen évolue, s'ouvre, avec le lancement de quelques chaînes privées. Il y en a déjà 2, peut-être 1 ou 2 autres arriveront. Et donc vous aurez un paysage dans lequel, en plus des 2 chaînes de la RTG, évolueront 2 ou 3 chaînes privées. Ça pose la question de la régulation du secteur, ça pose la question de la production guinéenne, quel type d'images mettre sur ces chaînes de télévision. Ça pose la question du développement des images en Guinée, des questions qui sont au cœur du travail de CFI, qui intéressent beaucoup évidemment le CNC. Donc nous avons discuté de tout ça et c'était très intéressant. Alors CFI est aux côtés des télévisions africaines et des producteurs africains pour le développement de la production en Afrique, le développement des télévisions africaines. Donc moi tous les contacts que j'ai sont là pour essayer de voir si des choses peuvent être proposées, faites pour améliorer la production et les programmes. Maintenant, ça repose d'abord sur l'implication des professionnels ici. Ça repose d'abord sur le travail des journalistes, des réalisateurs. Ça repose sur l'invention de beaux scénarios, tourner des beaux films, trouver des financements. La problématique environnementale dans les sociétés minières préoccupe le ministre d'État de l'Énergie et de l'Environnement. Elhadj Papa Kolikourouma a conféré à cet effet avec les travailleurs de la société Gold Ashanti de Guinée. Le résumé de la rencontre avec Moussa Bangora. Pendant 2 jours, le ministre de l'Énergie et de l'Environnement a initié cette rencontre entre la société Anglo-Gold Ashanti de Sigiri et les experts de ce département. Objectif, mettre en place un cadre de concertation relatif à tous les systèmes de collaboration et ce pour un partenariat apaisé et profitable à toutes les 2 institutions, c'est-à-dire l'État et la société Anglo-Gold Ashanti de Sigiri. Elhadj Papa Kolikourouma, ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement, a à l'ouverture des travaux évoqué quelques problèmes qui se posent au niveau des zones d'exploitation minière en Guinée. Et il y a un cadre de concertation que nous avons créé entre les sociétés d'exploitation minière et le département de l'environnement afin de diagnostiquer des problèmes sociaux environnementaux dans les zones d'exploitation minière. Et vous vous souviendra que depuis 2005, les zones d'exploitation minière sont des théâtres de conflit entre les collectivités locales et les exploitants miniers. Ceci est tout simplement dû au fait que les études d'impact environnemental et social qui devaient pouvoir expliquer les biens fondés et les méfaits de ces
sociétés d'exploitation minière n'ont pas été à l'époque. Comment faire en sorte qu'il y ait désormais une synergie entre ces sociétés minières et les collectivités locales? Christian Rampa, vice-président senior Afrique de l'Ouest de la société Anglo Gold, revient sur la politique que sa société compte mettre en œuvre pour mieux protéger l'environnement. Mon espoir, c'est de voir que les questions que nous avons eu à débattre pendant plusieurs années, où il y a eu probablement mésentente ou manque de compréhension, que ces genres de questions soient résolues et que aussi nous puissions venir avec des solutions durables par rapport à la gestion des problèmes environnementaux. Au fur et à mesure que l'exploitation se passe, nous devons faire la réhabilitation des sites perturbés. Après 2 jours d'intenses travaux, le vice-président en charge du développement durable Guinée-Mali, Anglo Gold, qui participait à l'atelier, nous donne ses impressions. Je pense que c'était une très bonne réunion et atelier. C'est la première fois qu'on voit l'État avec la société Anglo Gold Ashanti faire un discours et un débat très sérieux, mais aussi très constructif. Il y avait des échanges scientifiques, il y avait des échanges de données et on a mis aussi en place des processus pour la continuation et le suivi de tout ce qu'on a pu achever ici. Alors je pense que c'était un très bon atelier. La rencontre de Conakry a abouti à la mise en place d'un plan de communication bâti autour des questions soulevées pendant ces débats en soutient la responsabilité de chaque partie. Elle aboutit aussi à l'élaboration d'un plan d'action prioritaire afin de booster une bonne relation de partenariat gagnant-gagnant entre les différentes parties. Le ministre délégué des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance poursuit sa tournée de prise de contact. Madame Yaka Yakité s'est rendue au centre Nimba de Matoto, un centre qui œuvre pour l'encadrement des personnes handicapées. Marie-Angélique Bangora sur les pas du ministre. Assister les couches vulnérables que sont les enfants, les handicapés et autres structures marginalisées, c'est la mission que s'est assignée la ministre déléguée des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Une raison qui l'amène à faire un tour chez les handicapés du centre Nimba de Matoto. Ici, les enfants handicapés exercent des métiers tels que la couture, la cordonnerie, le tricotage et la comédie, juste pour prouver que le handicap n'est pas une fatalité. Les différentes collections de chaussures, de layettes, de sacs, de vêtements sont vendues sur nos marchés. Véritable source de revenus pour le centre Nimba, soutenu par une Hollandaise du nom de Marek Klaber-Klein, qui, comme la dame de la fécondité du Nimba, prend en charge plus d'une centaine d'enfants handicapés, mais quelques difficultés persistent tout de même. Malgré cette volonté manifeste qui les anime, sont confrontés, comme tout Guinéen, à la cherté de vie qui demeure aujourd'hui un problème épineux pour nous, institutions à caractère social. Nous vous prions de vous pencher, Excellence, sur le dossier de prise en charge de nos formateurs, de l'approvisionnement du centre en nourriture et du transport de nos pensionnaires en soumettant notre requête au gouvernement que vous représentez ici. En observant ces enfants handicapés dévoués dans l'apprentissage de ces métiers, Yaka Yakité a été émerveillée par le travail des encadreurs. Elle dira donc que les handicapés peuvent mieux s'impliquer dans le développement de notre pays au même titre que les valides. Une raison de plus de les soutenir à travers son département. Un autre cas plus encourageant a été le talent de cet encadreur, Adama Traoré, qui a adapté une mobilette avec une simple moto. Une initiative à accompagner. La prestation du groupe artistique du centre Nimba a bouclé le passage de Yaka Yakité au centre Nimba. Avec une recette de plus de 3 milliards de francs mobilisés en quelques mois, le ministère de la Pêche enregistre des résultats encourageants. À cela s'ajoute la reprise des accords de pêche avec les partenaires au développement. Asman Toumani Kamara nous fait le point.
En prenant le 6 janvier dernier les commandes du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, Moussa Condé s'est engagé à relever 3 ambitieux défis. Tout d'abord, faire de la pêche un secteur de mobilisation des recettes pour la caisse de l'État. C'est pourquoi, grâce à la stratégie de moralisation des recettes publiques mise en place, le département est parvenu à faire une importante recette financière. Une recette qualifiée de record, car le montant mobilisé en 3 mois et versé au trésor public dépasse largement les recettes annuelles du département de la pêche ces 10 dernières années. En plus de notre contribution en matière de recettes dans les caisses du Trésor national qui se chiffre à plus de 9 milliards 177 millions de francs guinéens pendant les 100 jours d'activité, d'autres actions sont en cours de réalisation, notamment la construction de 8 forages au débarcadère de Koukoudé, la conception des projets de développement pour l'accroissement de la production halieutique, le renforcement de la surveillance maritime qui a permis de sécuriser les activités de pêche dans la zone économique exclusive, favorisant ainsi le retour des opérateurs économiques de la pêche industrielle. Le deuxième jalon posé au cours de ces 100 premiers jours est la création d'emplois pour les jeunes. Les négociations engagées avec les partenaires au développement ont permis la reprise des accords de pêche entre la Guinée et plusieurs institutions ainsi que de nombreux pays amis comme le Japon. Et à ce jour, une quarantaine de navires de pêche font leur retour dans les eaux guinéennes. Des bateaux qui emploient de nombreux jeunes avaient quitté les eaux guinéennes à cause de l'insécurité et de la situation politique. On a déjà vu, monsieur le ministre a déjà tout fait pour collaborer les partenaires. On a déjà vu, il y a certains changements déjà passés. C'était pour ça qu'on peut asseoir ensemble pour discuter certains points, puis nous peut laisser notre tout bateau rentrer. J'en profite pour remercier tous les acteurs qui opèrent dans ce secteur avec vous, Bobo et pour tout le travail qui a été déjà fait. Et je les encourage à continuer à vous supporter. C'est pour cela que le président a accepté de vous mettre ici. Vous étant à la fois acteur, n'est-ce pas, du secteur de la pêche et connaisseur de la technique de la pêche, je crois que vous êtes le meilleur interlocuteur et le meilleur défenseur des intérêts de ce secteur. De l'autre côté, l'approvisionnement des populations en produits halieutiques se poursuit à la satisfaction de tous. De Conakry à l'intérieur du pays, en passant par les départements ministériels, le slogan « Poisson pour tous » se traduit en réalité grâce à l'achat par le gouvernement des camions frigorifiques qui sillonnent le pays. À ce bilan non exhaustif et vérifiable s'ajoutent les infrastructures d'intérêt communautaire réalisées par les établissements de traitement et d'exportation de poissons basés à Kamsar et à Bofa. Le président de la République tient à relancer les unités industrielles du pays. De nombreux opérateurs économiques sont déterminés à accompagner les efforts du gouvernement dans ce sens. C'est le cas de l'usine du thé de Massanta qui vient d'être reprise par un groupe d'opérateurs économiques guinéens. L'usine sera bientôt opérationnelle. Abdel Yallo signe son reportage. À 800 km de Conakry, la capitale guinéenne, voici l'usine de thé de Massanta. La Samicas pour le thé noir et le Sinensis pour le thé vert. Ce sont ces 2 variétés qui y sont produites. À cause de leur qualité nutritionnelle et médicale, ces variétés étaient beaucoup prisées par les consommateurs guinéens et étrangers. Plus de 300 personnes travaillaient ici, pour la plupart dans la culture, la cueillette et le ramassage du café. La relance de cette unité industrielle permettrait à toutes ces personnes d'exercer leur activité et tourner la page de l'exode rural. C'est l'ambition qu'affiche aujourd'hui le groupe de repreneurs de la société d'exploitation et de commercialisation du thé de Massanta, Sectema. À partir de ce 15 mai, nous allons reprendre la plantation. Mais la reprise de la plantation nécessite obligatoirement une continuité. Et pour qu'il y ait une continuité, il faut que nous ayons la machine de 2 grammes. Dès que la machine de 2 grammes est là, le sachet filtre, c'est fini, il n'y a plus de concurrence. Parce que pendant que les commerçants vendent à 200, 300 francs, nous vendons à 100, 150 francs. Il n'y aura plus de concurrence. Et mieux que ça, le thé est produit ici, en Guinée. L'usine de thé de Massanta, c'est la seule usine dans l'Afrique occidentale qui fabrique et le vert et le noir.
Privatisée en 1987, l'usine de thé de Macenta a cessé de fonctionner à belle lurette. Et pour cause, manque de moyens logistiques permettant de répondre valablement aux besoins des consommateurs. C'est pourquoi le groupe s'est dit déterminé à reprendre les activités de l'usine, et ce, grâce aux idéaux de changement prônés par les nouvelles autorités. Nous avons perdu assez d'argent et nous sommes prêts toujours à engager tout ce que nous avons comme fonds pourvu que l'entreprise fonctionne. Mais nous demandons un appui financier, un appui institutionnel. La doléance qu'on demande au professeur, au président de la République, nous souhaitons qu'ils reçoivent uniquement les industriels. Parmi ceux-ci, d'abord, il y a les repreneurs des anciennes entreprises, et il y a aussi ceux qui, par leurs propres moyens, ont investi pour construire des usines. Nous sommes engagés à relancer les activités. Ce n'est pas seulement pour nettoyer, mais il faut que la production soit vendue. Avec l'avènement de la Troisième République, c'est un véritable chantier qui s'ouvre donc pour le secteur privé guinéen de pouvoir jouer pleinement son rôle de promoteur et de créateur d'emplois et de croissance. Une action à encourager. La commission technique de réflexion et de médiation de diamantaires et orpailleurs de Guinée invite toutes les personnes évoluant dans le secteur du diamant et de l'or à assister à la réunion prévue au CEDIS demain lundi 9 mai 2011 à 15h précises. Une mission de coopérants militaires chinois vient de séjourner à Conakry. La mission a eu des contacts avec les autorités militaires avant de visiter les garnisons militaires de Conakry et du camp de Samoria à Kindia, un centre de formation réalisé par l'entreprise Yula et Frères. Reportage Sergent Alassane Diaby. C'est une visite de prise de contact du nouvel attaché de défense auprès de l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée, avec pour siège à Abuja, au Nigeria. Il couvre le Nigeria, le Bénin et la Guinée. Pendant son séjour dans notre pays, il a discuté avec la hiérarchie militaire de plusieurs aspects de la coopération militaire sino-guinéenne. Il a été reçu au bataillon autonome des troupes aéroportées au camp Alpha Yaya Diallo. En matière de coopération internationale, les Chinois ont eu à former en Guinée 3 promotions commando. En 2002 à Kanka, 2003 et 2007 à Kindia. Après la visite des installations de ce bataillon d'élite, la délégation chinoise s'est rendue dans la première région militaire de Kindia pour visiter cette fois-ci le bataillon spécial des commandos en attente de Samoria, dont la quasi-totalité des hommes sont le fruit de la coopération militaire sino-guinéenne. Monsieur l'attaché de défense, c'est le lieu pour nous d'être reconnaissant envers le peuple chinois et à sa vaillante armée populaire de libération pour l'aide qu'ils apportent au peuple guinéen et à son armée. Nous sollicitons de par votre aide que ce camp soit le véritable centre de formation commando de notre pays. 我相信在今后我们两国军队的友谊和合作会得到更加的发扬光大。 Je suis persuadé que la coopération entre la Chine et la Guinée rayonne de plus en plus au futur. Depuis ces derniers jours, après notre arrivée en Guinée, nous avons bien discuté avec l'état-major général des armées et en particulier l'état-major de l'armée de terre. Et nous avons d'accord sur la continuation de cette formation entre les deux côtés. Des séries de démonstrations faites par les jeunes commandos, suivies de la visite des installations du bataillon de Samoria, ont clôturé cette visite de la délégation chinoise en Guinée. Dans l'actualité encore, après 10 jours de grève qui a paralysé l'Institut supérieur des arts de Dubreka, la majorité des étudiants décident de reprendre le chemin de l'école et d'autres s'opposent à cette reprise. Les autorités de l'éducation ont promis de prendre des dispositions pour assurer le bon déroulement des cours. Saint-Martin s'est rendu à l'ISAC de Dubreka pour plus de précisions. Reportage. Revendication est très simple. On veut le départ pur et simple de notre directeur général. Parce qu'il a montré déjà son incapacité de gérer l'Institut supérieur des arts. Révolte ou revendication, difficile d'apporter un jugement,
Il est le représentant du groupe des étudiants manifestants qui s'est retranché en dehors du campus universitaire de l'ISAC de Dubreka. C'est une grève qui perdure depuis le 26 avril dernier. Mais aujourd'hui, elle ne fait pas l'avis de tous les étudiants. Pour la majorité, 10 jours de chômage suffisent pour reprendre les cours, surtout à 2 mois de la fin de l'année académique 2011. Selon eux, loin d'être un ralliement à l'autorité, ils se soucient tout simplement de leur avenir. Souci que les responsables de l'ISAG ont bien voulu partager en reprenant les cours, mais l'environnement n'est pas du tout propice pour les professeurs. Comme il était dit dans le communiqué que les professeurs ainsi qu'encadrement doivent être à l'ISAG pour pouvoir commencer les cours. Et effectivement, j'ai reçu 50 et 52 étudiants comme ça. J'étais dans la classe, après j'avoir dispensé le cours, je me rendais à Ali Kaba puisque j'enseigne dans une école privée. Comme ça, sur la route, je trouve 2 étudiants qui couraient vers moi. Ils m'ont donné, n'est-ce pas, 2 coups avec leur ceinture là au dos. Avec 4 salles de classe seulement à l'ouverture en 2004, l'Institut supérieur des arts de Guinée compte aujourd'hui plusieurs classes équipées, une bibliothèque, une salle d'initiation au cours d'informatique contenant une 60aine d'ordinateurs, Internet haut débit, un amphithéâtre sonorisé, une salle de projection et des ressources humaines disponibles. Face à ces acquis, les autorités de l'ISAG se sont engagées à promouvoir le dialogue avec les manifestants pour un dénouement heureux de la crise. S'il y a le dialogue, le pont de dialogue entre nous, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je donne l'assurance qu'aucun étudiant qui vient pour prendre les cours ici, qui viendrait ici pour prendre les cours, ne sera menacé. Et je puis dire aussi que s'ils viennent, c'est mieux pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échanger sur leurs préoccupations. Malgré le passage de l'émissaire du ministère de l'Enseignement supérieur sans suite favorable, l'espoir ne semble pas perdu pour les autorités de l'ISAG de Dubreka pour ramener les étudiants à la raison. Et le directeur général dira tout simplement que ces étudiants sont tous ses amis et le dialogue serait le mieux. Attention, le phénomène de vol de bébés est toujours fréquent dans les structures sanitaires de la capitale. Cette fois, c'est une femme qui se faisait passer pour une infirmière à l'hôpital de Donka qui a enlevé un bébé avant de faire sa propre déclaration de naissance. Les malfaiteurs ne manquent pas d'astuces. Regardez ce reportage signé de Sori de Kera. Né dans des conditions absolument difficiles dans un quartier de la commune de Matam, ce bébé et sa maman de 16 ans ont été admis à l'hôpital national Donka. Hélas, les douleurs de cette jeune mère seront doublées du vol de son bébé pendant qu'elle recevait les premiers soins au service de maternité par l'équipe de garde. Vers 5 heures, c'était vers 5 heures. La maman, l'accompagnante qui avait l'enfant, a pleuré comme quoi elle n'a pas vu l'enfant. Et en plus, qu'elle n'a pas retrouvé la femme avec qui elle était. Pour nous, les 3 femmes sont des parentes. Alors au fait, l'accompagnante dont elle faisait cas n'était pas une parente. Il paraît qu'ils se sont rencontrés ici, dans le service. Et là, elle s'est fait gentille. Et vraiment, pour nous, on n'a jamais imaginé que non, ce ne sont pas les accompagnantes. La franche collaboration entre les 2 hôpitaux nationaux, Iasdine et Donka, est à l'origine de cette arrestation. Une prouesse rendue possible grâce aux services de surveillance et de sécurité qui sont des véritables relais des formations sanitaires dans leur noble tâche de conduite et d'entretien des naissances. J'ai reçu un coup de fil à 4 h du matin qu'il y a un enfant qui a disparu par le chef du médecin de Donka. Maintenant, j'ai demandé l'autorisation à mes agents de fermer les portières, la rentrée principale et le second porte. Maintenant, on a pu identifier que la victime n'était pas sortie. Par après, on a compris qu'elle est partie avec l'enfant. On est en train de faire des enquêtes, on a reçu des renseignements, soi-disant qu'il y a une femme qui avait pris l'enfant.
célébré ce dimanche à Conakry un signe de reconnaissance à l'honneur des volontaires guinéens. La cérémonie a débuté par une caravane. Mohamed Lamine Solano était de la partie. Dans le cortège, pas de politiciens ni de syndicalistes, mais des volontaires de la Croix-Rouge guinéenne. Ils célèbrent la journée mondiale de leur mouvement au nom des volontaires et du volontariat. Près de 300, ils ont su organiser la caravane, marquer la journée, eux-mêmes le mouvement. Cette année, qui marque le 10e anniversaire de l'année internationale du volontaire, est pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge une opportunité de reconnaître et de promouvoir le rôle qu'ont joué les volontaires en élevant le mouvement au rang du plus grand réseau humanitaire du monde. Aujourd'hui, au moins surtout selon le thème, l'année du volontariat et des volontaires, nous nous rendons compte que au moins nous sommes célébrés cette année et nous en sommes extrêmement fiers. Ils sont aujourd'hui 12 000 volontaires en Guinée. Ici, le mouvement grandit, avec pour credo principal l'assistance aux personnes en détresse. Ils atteignent 9 cas sur 10, cet objectif comme le témoigne Youssouf, le chef de la Croix-Rouge guinéenne. Ces volontaires sont vite mobilisables pour aller assister et ils sont prêts à participer à tous les fronts. Certains sont actifs dans des campagnes de vaccination. D'autres se mobilisent à assister les sinistrés. D'autres encore participent à l'assainissement du milieu. D'autres travaillent en rétablissement des liens familiaux. Plusieurs volontaires guinéens participent aussi à la formation sur les gestes de premier secours. Ces gestes sont connus des volontaires guinéens. C'est un principe de base d'assistance aux personnes en danger, comme l'explique ce jeune étudiant en médecine séduit par le volontariat. Lorsqu'on constate qu'une personne s'étouffe, on vient, on se présente au niveau de la personne, on dit à la personne que nous avons suivi une formation en premier secours à la Croix-Rouge et que nous pouvons l'aider. Ensuite, nous adoptons la position nécessaire pour pouvoir immobiliser la personne, la pencher en avant, utiliser la paume de la main et à travers cette paume de la main, faire 5 claques entre les deux omoplates pour permettre à évacuer le corps étranger. L'exercice semble facile à l'entendre mais contraignant sur le terrain. Selon plusieurs volontaires, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'occasion de revoir les méthodes de travail des agents alors que le mouvement déclare 2011 année des volontaires et du volontariat. Un incendie s'est déclaré dans le bureau du doyen de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les dégâts sont perceptibles à Badara Kondi. Fauteuils, chaises, dossiers, tout est réduit en cendres. Voilà ce qui ressort de cet incendie qui s'est récemment produit dans le bureau du doyen de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Selon les témoignages, 4 étudiants étaient entrés dans le bureau du doyen pendant qu'il s'apprêtait à aller à la prière du vendredi. Ces étudiants lui auraient demandé de leur accorder une dette académique, doléance que le doyen a refusée. J'étais dans mon bureau, enfermé, et j'attendais justement l'heure de la prière pour aller prier. C'est entre-temps que quelqu'un a tapé sur ma porte pour dire « Général, sortez ». Alors j'ai ouvert difficilement la porte. Ils sont entrés directement en contact avec une fumée faite de gaz et ils se descendaient en courant vers le portail. C'est là que j'ai trouvé un attroupement de personnes pour dire que le bureau est incendié. Alors nous remontons, le souci que j'avais c'était de voir dans quelle situation se trouvait le doyen. Parce qu'habituellement on sort ensemble pour aller à la prière. Et donc à mon avis, à ma connaissance, il était encore dans son bureau. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons tapé à la porte, nous avons constaté que tous les bureaux sont fermés, le doyen n'était pas. Un incendie qui paraît criminel parce qu'un bidon d'essence a été retrouvé sur les lieux. Pour le moment, les enquêtes sont en cours dans l'espoir de retrouver les coupables de cet acte. Dommage. La 5e édition du Symposium international Guinée 2011 s'ouvre mardi 10 mai à Conakry. Plus de 450 délégués venus du monde entier sont attendus. Vous suivrez l'invité de la rédaction, Dr Alkali Bangoura, conseiller technique du ministre des Mines, juste après la cérémonie inaugurale du pont de Folkaria par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.